bonsoir à tous pour cet apéro talk du jeudi. Ce soir on accueille Paulin de Menton qui est donc le CEO de Drivey. Et je vais laisser se présenter et puis après vous pourrez poser vos questions. Voilà. Merci beaucoup de m'accueillir ici, ça me fait très plaisir. Donc je m'appelle Paulin, j'ai 35 ans. Pour vous raconter en 2 secondes mon parcours, j'ai terminé une école de commerce en 2002. J'ai commencé ma carrière dans le transport maritime, c'est-à-dire à peu près aux antipodes de ce dont on s'occupe, de ce qui vous intéresse aujourd'hui. J'ai passé 6 ans dans ce monde industriel un peu paléolithique. J'ai toujours voulu monter une boîte, donc après quelques expatriations bien sympas pour cette boîte de transport maritime, je me suis dit, à 30 ans, j'ai eu un peu la crise et je me suis dit là c'est maintenant ou jamais. Et donc j'ai commencé à réfléchir à un premier projet de covoiturage. Je voulais faire du covoiturage dynamique, c'est-à-dire matcher en temps réel des voitures et des passagers. Il y a un truc ultra dur que Blablacar veut faire depuis le début, mais ils considèrent qu'ils ne sont pas encore assez gros pour le faire. Et moi je voulais le faire tout seul sans rien connaître au Jump. Oui, alors Jump c'est un peu du taxi entre particuliers, c'est un peu différent, là c'était du covoiturage. Et du coup en fait j'ai passé une année un peu traversée du désert, à travailler tout seul dans mon salon, à essayer de réfléchir aux problématiques, à comment se lancer, essayer de monter un site. Et en fait ça a été une année un peu de reconversion pour moi, c'est-à-dire partir de zéro connaissance à 30 piges, zéro connaissance techno, web, rien du tout. Et donc j'ai beaucoup appris, mais j'étais assez loin du compte par rapport à l'idée de départ. Et en fait, au bout d'1 an de réflexion, j'ai décidé de changer d'idée et d'aller sur la location de voitures entre particuliers. Donc là, je me suis dit, en gros, matcher en temps réel des trajets, c'est ultra difficile, ça demande du mobile, du temps réel, etc. Enfin, vous l'imaginez à peu près. Alors que faire de la location entre particuliers, au début on pouvait le voir de façon ultra basique, comme une sorte de Le Bon Coin où on met une annonce de location, il y a des gens qui appellent, donc c'était beaucoup plus accessible. Il n'y avait personne qui faisait ça, à part Zilog qui fait de la location tout type d'objets. Ils avaient une rubrique voiture, mais ils n'étaient pas du tout concentrés sur la voiture en particulier. Et du coup, je me suis lancé sur ce concept de location entre particuliers. Ça, c'était donc il y a 4 ans, début 2010. Et en gros, pendant une année, j'ai fait développer par des ingénieurs en Roumanie un site, une plateforme qui permettait de faire de la location et en parallèle essayer de trouver un assureur. Ce qui a pris quasiment toute l'année, puisque je me suis fait jeter d'à peu près toutes les assurances qui existaient, parce que forcément c'était un peu un ovni, un truc risqué, sans stats, avec tous les pires scénarios qu'on peut imaginer, de braquage, voiture bélier, go fast, etc. Donc c'est un sujet assez difficile. Et en gros, l'accouchement de cette première année, c'était, je suis arrivé à trouver un assureur, qui était la MMA à l'époque, et à sortir une plateforme avec paiement en ligne et tout. Et il y avait une étape intermédiaire, c'est au bout de 6 mois, il y a un site ultra basique qui est sorti, sans assurance, avec juste la possibilité de mettre une annonce. Un design que j'avais fait moi sur PowerPoint absolument pourri. Mais déjà, il y avait au bout de 6 mois un site où on pouvait juste mettre une annonce de location en laissant ses coordonnées téléphoniques et en se faisant contacter. Et puis au bout d'1 an, une plateforme complète où on pouvait payer, réserver en ligne et être assuré. Voilà. Et en fait, pendant cette année, je savais pas tellement si ça intéressait du monde. Comme les transactions n'étaient pas faites sur le premier site alpha, comme rien n'était booké en ligne, je ne savais pas si ça marchait ou pas, jusqu'au jour en septembre 2010 où il y a quelqu'un qui m'appelle et qui me dit votre site il est vraiment pas terrible, il y a plein de trucs à faire, moi ça fait une 20aine de fois que je loue, et là j'étais bouche bée, je me dis mais quoi, mais en fait il y a des trucs qui se passent. Tu récupères pas de données là-dessus? Enfin, sur le premier site. Il y avait des analytics de combien de gens arrivaient sur le site tous les jours, c'est-à-dire probablement 70 ou quelque chose comme ça, enfin c'était moins de 100 par jour. Mais je me suis rendu compte, en tout cas en cours d'année, qu'il y avait des gens il y avait vraiment eu des transactions. Je ne pouvais pas savoir s'il y avait des transactions, c'est comme Le Bon Coin, ils ne savent pas si les objets sont vendus ou pas. Les gens, à un bout d'un moment, désactivent leurs annonces. Et donc, il y a 3 ans, en décembre 2010, là le site est sorti.
où on pouvait assurance transaction. J'étais encore tout seul et donc j'ai profité de la petite communauté qu'il y avait sur le site bêta. Ça a commencé à prendre un peu plus puisque le site était plus sérieux, il y avait une assurance, c'était à peu près carré. Et ensuite, l'évolution et la croissance, ça a été beaucoup de presse. Donc un jour, j'ai écrit à l'émission Télématin en leur disant ça vous intéresse, et puis j'ai eu une réponse d'une stagiaire qui m'a dit ouais, ça pourrait être intéressant. Et là, premier Télématin donc sur France, c'est une émission à grosse audience sur France 2. Donc ça a pas mal lancé, et puis après, ça s'est enchaîné avec beaucoup de presse et beaucoup de bouche à oreille, de viralité, sans qu'il y ait des techniques de viralité particulières, mais les gens en parlaient. Les propriétaires, ils gagnaient pas mal d'argent, ils avaient pas mal de demandes, donc ils en parlaient autour d'eux au repas de famille. L'exemple d'un coiffeur qui disait tous mes clients, je leur dis que je loue ma voiture, etc. Donc ça marchait bien. Et donc voilà, ça a commencé avec une petite croissance assez sympa, régulière, pas tout de suite explosive dès le début, mais et toujours nourrie par la presse et le bouche à oreille. À ce moment-là, j'étais toujours encore tout seul, un an et tout seul sur toute cette période-là. Ça fait beaucoup de solitude. Voilà, ouais. Donc, non, mais c'était vraiment, franchement, c'était des moments très durs. Parce que c'est vraiment temps en tout, ça fait... En fait, il y a le premier projet tout seul pendant un an, et après, ça fait 2 ans. Et après Drivey, 1 an et demi encore tout seul. Donc j'ai passé 2 ans et demi tout seul, et c'est là où il faut. Et pourquoi tu t'es pas associé? Alors pourquoi? Parce que quand je travaillais dans le transport maritime, j'étais partout à l'étranger, dans un autre monde. Ensuite, mon boulot c'était à Marseille après. Et donc j'étais à Marseille sans parcours dans le web, donc j'ai essayé de draguer des ingénieurs pour qu'ils viennent, et simplement, vous connaissez la situation, quoi. Pour un développeur, il y a tout le monde, il y a 10 offres d'emploi, et du coup c'était hyper compliqué. Et c'est que quand ça a démarré vers le printemps, j'ai fait des dizaines de seed networking, de trucs pour essayer de trouver un associé technique. Et j'ai finalement trouvé au printemps 2011, donc alors qu'il y avait déjà un peu de traction, que ça commençait à avoir de la gueule, un design pas trop pourri et tout. Et donc là, j'ai réussi à trouver un associé qui est CTO, donc aujourd'hui, qui s'appelle Nicolas Mondolo. Et un associé technique et une personne au service client. Et donc là, on a commencé à former un petit noyau avec les principales compétences pour opérer ça, et là ça a commencé à être très drôle. C'est à partir de ce moment-là où c'était vraiment... c'est plus marrant à plusieurs. Hein. Ouais, voilà, c'était à partir de ce moment-là, c'est devenu vraiment un truc drôle. C'est tous les jours un nouveau truc assez marrant. Vous êtes combien aujourd'hui là on est 17. Et donc ça c'était mi-2011, et ensuite après on a construit la plateforme. Au début on codait toujours pas en interne, c'est-à-dire que Nicolas, mon associé, il apprenait lui-même à coder parce que c'était un jeune diplômé ingénieur, et il pilotait toujours le développement externalisé en Roumanie. Et on a globalement ce qu'on faisait, on améliorait sans arrêt l'application en essayant d'aller très vite en mode lean startup, en essayant d'aller très vite dans les itérations, et puis on gérait le service client. C'est-à-dire qu'enfin j'avais une personne et c'était plus moi qui recevais. Au début je mettais mon portable. Une fois en montant une piste de ski à 2h30 du matin en pot de phoque, j'ai fait une demi-heure de service client d'un gars qui était en panne sur l'autoroute. Enfin, voilà, donc là ça a commencé à se structurer un peu. Et puis donc petit à petit on a embauché assez timidement au début, donc une personne à la communication. Et puis voilà, après l'histoire depuis là c'est... des applis qui s'améliorent sans arrêt, une belle croissance des volumes avec à chaque fois en gros sur 3 ans on a fait la première année on a fait un premier chiffre, et puis après on a triplé 2 fois de suite d'année en année les volumes. Alors, en fait les business angels, c'était au bout de 6 mois seulement. Il y a 2 gars chez qui j'avais fait un stage 10 ans avant et qui avaient super bien, 2 entrepreneurs qui avaient revendu leur boîte et qui m'ont dit voilà, on paye trop d'ISF, est-ce qu'on peut pas te donner 20 000 €? Je leur ai dit non, ils m'ont dit allez si quand même. Et du coup j'ai pris le chèque, ça m'a permis de payer les développeurs la première année, et 6 mois plus tard j'ai refait une levée de 50 000 €, donc juste un peu plus, où il y avait les 2 fondateurs de Blablacar, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oui, les 2 fondateurs de Blablacar, papa, maman, et puis voilà quoi. Donc encore 50 000 €. Et ensuite j'ai levé 250 000 € avec encore des business angels, et là plein d'entrepreneurs, Vite Dressing, Didier Kunz de Screentonic,
les 2 gars de Digitic, les gars de Blablacar. Donc là, un super entourage de gens qui apportaient, qui m'ont beaucoup apporté. Ça, c'est important le profil du mec qui investit? Ouais, c'est ultra important, c'est-à-dire que c'était des investisseurs, mais ils donnaient chacun, enfin ils ont mis, c'était des tickets de 10-20 000 euros. Mais par contre, en termes d'apport, c'était absolument génial, quoi. Et surtout d'avoir des entrepreneurs qui ont fait des marketplaces dans le web et qui marchent, quoi. Donc c'est un apport absolument. Et ton conseiller, enfin. Ah ouais, bah, il y avait un comité stratégique où on se réunissait, ils conseillaient, etc. Il y a aussi, donc il n'y a pas que des gens du web, il y a aussi le président du CTLM qui est un ami de mes parents et qui avait. Qui est aujourd'hui au board et qui nous aide énormément. Donc là, avec une vision beaucoup plus mûre, beaucoup moins web, mais hyper structurante, qui met systématiquement le doigt là où ça fait mal et tout. Donc j'étais hyper bien entouré. Après, on peut aller beaucoup plus vite, hein. Il y a beaucoup de gens justement mieux connectés, plus organisés, moins seuls aussi au début, et qui lèvent directement 500 000 euros. Et franchement, si on peut le faire, autant ne pas faire 5 phases parce que ça bouffe du temps, c'est de l'administratif, du juridique, etc. Et la dernière phase, c'était une levée de 2 millions d'euros avec Alven et Index, et ça c'était il y a 18 mois. Et donc ça nous a permis d'accélérer, de se mettre à recruter. Ça, quand tu t'es fait des petites levées avant et que tu te retrouves avec une levée de 2 millions, ça, tu gères comment? Non mais déjà, parce que là c'est plus artisanal du tout, quoi. Enfin tu vois, c'est plus un mec qui met un ticket de 20 000, t'as 2 millions qui arrivent et du coup j'imagine plus la pression, ou pas du tout? Bah oui, c'est un process. Qui les investisseurs, Alven et Index. Donc Alven, c'est un fonds internet français qui a investi dans Se Loger. Enfin, ils ont investi dans pas mal de startups. Ça fait partie on va dire, des meilleurs entre guillemets fonds français qui sont assez actifs. Et Index, le deuxième, ils sont venus un peu tout à la fin du process et c'est un fonds européen beaucoup plus gros. Qui ont vocation à mettre plus d'argent d'habitude et là qui ont mis un peu un pied dans ils trouvaient l'histoire sympa, ils ont dit on met un petit ticket, ils se sont décidés en 10 jours et on voit ce que ça donne ensuite. Et Index, eux, ils sont dans Facebook, Dropbox, ce genre de boîtes. Ils te suivent aussi régulièrement, Alven? Ah oui, bien sûr, en gros un investisseur, non seulement il propose mais il veut, c'est-à-dire il a une place au board, ils ont dit je peux pas faire certaines choses sans leur accord, etc. Du coup maintenant c'est structuré comment? Vous êtes 150 au board pour les différents? Ouais. Non, donc le board, alors il y a une partie officielle, c'est l'organe de décision de la boîte où il y a certains trucs qui statutairement, ou dans le pacte d'actionnaires sont, par exemple, je ne peux pas m'augmenter mon salaire sans l'accord du board, c'est assez logique. Et donc là, au board, il y a 6 personnes, il y a les deux fonds qui sont présents et ils le demandent à l'être. Et il y a 2 des business angels qui étaient là depuis le début. Et puis, il y a nous deux, les 2 associés de Drive. L'associé technique et... Ouais, exactement. Et donc voilà, là on fait une... Et c'est contraignant ou pas? Oui, c'est contraignant, oui, ça prend du temps, mais c'est des gens... c'est là où il faut avoir des gens bien dans le board. Normalement, ça sert, ça veut dire ça structure, et le fait de rendre des comptes... Enfin, je veux dire... Tout le monde dans l'équipe rend des comptes à quelqu'un, c'est-à-dire soit à moi, soit au directeur technique, et puis c'est très important de soi-même rendre compte à quelqu'un d'autre parce que c'est structurant. Ça veut dire qu'on dit dans 3 mois on aura fait ça, et puis 3 mois plus tard, est-ce que vous l'avez fait ou pas, et si on l'a pas fait, pourquoi, est-ce que c'était juste... Donc ça, ce qui est bien, c'est que c'est assez flexible, c'est plus en mode conseil qu'en mode tout ultra budgété. Voilà, le but c'est quand même... Ça reste drôle, tout à l'heure tu parlais tu disais que depuis que vous étiez 3, c'était drôle, l'expérience de Drivey. Est-ce que justement le fait d'avoir des investisseurs, ça reste drôle? La question, je pense pas que drôle ce soit le mot, mais non, mais je veux dire, un board c'est très sérieux. Non, je parle pas du board. Mais l'intérêt, oui, bien sûr, non, mais c'est pas du tout un truc qui du coup dégoûte et c'est la phase chiante. Oui, c'est hyper bien. Enfin, moi j'ai des gens au board qui sont des gens super intelligents, qui voient des tas de boîtes, des success stories énormes, qui sont smart et ils sont là pour apporter. Enfin, je veux dire, finalement on joue tous dans la même équipe, quoi. Il faut que ça marche. Donc là on a parlé un peu de financement. Si du côté... Juste avant, pourquoi 2 millions? Vous aviez évalué le besoin ou ça? Oui, alors on évalue le besoin, mais franchement c'est assez... en fait c'est assez standardisé tous ces trucs-là. Parce qu'en fait, oui, donc on fait clairement, il faut dire pourquoi vous voulez 2 millions, comment on va les dépenser, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que
si on demandait 70 000 €, les gens ils nous auraient dit bon bah ça nous intéresse pas, parce que c'est pas un truc. Si on demandait 10 millions, ils auraient dit bah c'est pas le moment. Donc en fait souvent les boîtes lèvent plus ou moins à peu près toute la même chose selon le stade de maturité, quoi. C'est juste qu'il faut attendre d'avoir la courbe à un certain endroit pour pouvoir prétendre à un premier tour et qui en général est sur des montants. Et donc ça s'est basé donc par rapport à de la data, ça s'est levé. Ouais. Et vous aviez quoi comme, enfin qu'est-ce que vous avez présenté en fait comme chiffre? Le nombre d'utilisateurs par mois, enfin par an? Alors il y a d'une part la vision, donc le plus important et surtout avec les gros fonds, c'est de les convaincre qu'il y a un gros marché à terme. Donc, parce qu'il y a des boîtes fabuleuses qui sont des petits business de niche, etc. Qui peuvent être super rentables mais pas valoir 200 millions € à la fin. Et donc les fonds ils viennent quand même pour le... Et surtout plus les fonds sont gros, plus ils viennent pour des gros montants. Donc, par exemple un fonds comme Index qui se situe voilà, au niveau mondial parmi les gros fonds, il y a Accel qui est en Europe qui est dans le même type de montant, et après il y a tous les fonds californiens. Eux, en gros, s'ils ne sont pas convaincus que la boîte peut valoir à peu près 500 millions € à la fin, ça ne les intéresse pas. C'est-à-dire si on leur dit ça peut valoir 50 millions € compte tenu du marché, ils disent bah super, mais allez voir un fonds plus petit. Les fonds français, ils peuvent se contenter d'un modèle plus de niche, quoi. Après, il faut aller parler au bon. Donc ça vaudra 500 millions à la fin. C'est le but. C'est génial. C'est le but. Non mais en gros 500 millions. Non mais non, parce qu'ils ont mis le pied dans la porte, si je me rappelle bien. Oui mais c'est le pied dans la porte, ça a aucun. C'est l'ambition qui compte. Donc en gros, il y a des gros fonds qui visent que des boîtes qui peuvent être introduites en bourse, et il y a des plus petits fonds qui peuvent se contenter de moins. Il y a des business angels qui disent qu'ils peuvent être ravis d'une boîte qui tourne bien. Et c'est vrai qu'il faut y réfléchir parce que c'est pas forcément bien de toujours viser le truc le plus gros possible, quoi. Le truc c'est que nous, en tant que place de marché, sur ce truc de place de marché, c'est des marchés un peu winner gets all, où il faut des volumes énormes pour que ça marche, et il n'y a pas tellement de scénarios intermédiaires. C'est-à-dire si on vise le petit business sympa français, pas trop gros, il y a un moment où, en gros, dans ce cas-là, la sortie, l'ambition c'est de se faire racheter par quelqu'un d'autre. Vous présentez un projet européen, j'imagine. Oui, tout à fait. Combien de temps ça a pris entre la phase de contact et... La levée, ça a pris 6-7 mois. Mais le plus... Donc il y a une vision à prouver qui n'était pas un énorme problème, parce qu'il y avait eu Airbnb juste avant qui était en pleine explosion, donc quand même il y avait une vraie sensibilité pour ces modèles-là. Et ensuite il y a les courbes, et ça sert à rien d'aller pitcher des trucs formidables si au niveau de l'exécution on n'en est pas loin, quoi. Et nous on avait une super courbe. Tous les mois entre les réunions, on leur montrait plus 30%, donc du coup c'est ça qui compte, quoi, pour accélérer. À la fin c'est ça le nerf de la guerre. Donc franchement souvent il y a énormément de curiosité par rapport à la levée de fonds et tout. En fait il faut vraiment pas s'occuper de ça, quoi. Il faut s'occuper d'avoir un truc qui ait de l'attraction. Une fois qu'il y a de l'attraction, il y a des offres. Le financement c'est un moyen, bon, ça tout le monde le dit, quoi, mais c'est vraiment pas une fin en soi, et c'est pas de ça dont il faut se préoccuper. Et c'est qui la concurrence? Zillow, ils en sont où d'ailleurs? Voilà. Enfin, donc déjà sur le côté, par rapport à sur le développé, tu vois, en gros le premier point tout, tu vois. Ouais, alors en gros, sur la partie concurrentielle, sur la location de voitures entre particuliers, on était les premiers dans le monde au coude à coude avec des Anglais, des Américains. On a tous lancé à peu près en même temps dans un mouchoir de poche. Et sur le marché français, donc on était aussi forcément les premiers. Il y en a quelques-uns qui se sont lancés dans la foulée, et assez vite on s'est retrouvé en moins d'un an avec 6 ou 7 concurrents. Aujourd'hui il y en a, je sais pas lesquels compter, mais il y en a 8 ou 9. C'est en France, ce qui est fou, c'est que c'est en France où de très loin il y a eu le plus d'initiatives dans ce domaine. Et globalement, pour tout ce qui est sharing economy, il y a énormément d'initiatives en France. Enfin, c'est des modèles qui passionnent les Français. Je pense qu'ils collent très bien à la culture française, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et donc on s'est retrouvé avec énormément de concurrents, certains qui prenaient une voie vraiment très différente de la nôtre, et d'autres qui étaient vraiment en mode copycat, où on copie et puis on verra bien ce que ça donne. Et donc aujourd'hui on est les leaders en France. On ne peut pas dire qu'on est les leaders en Europe puisqu'on n'est qu'en France, mais on est beaucoup plus gros que tous les autres sites européens. Et par rapport aux Américains, on ne sait pas trop. C'est tout à fait possible qu'on soit le plus gros site au monde, mais
Voilà, sachant qu'on n'a pas leurs chiffres. Et comment tu es justement Et en termes, pardon. Vous voulez vous ouvrir justement sur l'Europe ou Oui, bien sûr. À un moment donné, alors toute la question c'est quand y aller. C'est pas du tout évident. Nous, c'est un business qui est très opérationnel. Donc, je pense quelqu'un qui fait du pur virtuel, je sais pas, un outil de tri de photos ou une boîte mail, tout de suite, il faut que ça soit lancé de façon internationale et en anglais. Nous, c'est très opérationnel parce qu'il y a la partie app, web, mobile et tout, mais après, il y a la partie physique du métier où on fait de la location de voitures. Et ça, au début, même en lançant la boîte, j'avais même pas toutes les implications en tête. C'est-à-dire qu'on est à la fois une start-up techno, mais on est aussi des loueurs de voitures. Même si juridiquement, c'est pas nous le loueur, c'est le propriétaire. On est une boîte de location de voitures, donc il y a eu la double compétence. J'ai appris sur le tas à faire ce que fait un agent Europcar ou Hertz. Quand tu dis ça, c'est parce qu'ils te contactent par téléphone ou qu'ils t'envoient mail. C'est dans ce sens-là que tu tiens le droit de voiture. Oui, c'est-à-dire que, en gros, il y aurait deux postures possibles. Soit on dit on est une sorte de Le Bon Coin, c'est des petites annonces, vous vous démerdez, on est responsable de rien. Soit on dit, en fait, aussi bien pour les propriétaires que pour les locataires, on est le tiers de confiance et on gère tout. Ça veut dire si vous louez une voiture chez nous, vous avez payé pour avoir une voiture et on vous assure que vous avez une voiture. C'est-à-dire s'il y a une annulation, on va le gérer. S'il y a une panne, on va le gérer. Et vice versa pour le propriétaire, on ne lui dit pas bon bah c'est vous qui avez fait un contrat, vous êtes le propriétaire des Merden-Zizi. Donc on a la même posture un peu que Airbnb. Et d'ailleurs par exemple pour Airbnb c'était moins naturel. Au début ils étaient un peu en mode annonce, débrouillez-vous. Ils ont eu cette fameuse maison pillée et après ils se sont rendus compte qu'il fallait des assurances et tout. Nous dès le début, comme une voiture ça peut se casser et que ça peut ne pas revenir, que c'est mobile. La posture de tiers de confiance hyper impliqué était beaucoup plus évidente. Donc il y a ce métier de loueur de voiture avec le contrôle des risques, parce qu'en gros la pierre angulaire du service qui fait qu'on n'est pas court-circuité et qu'on apporte vraiment de la grosse valeur, c'est qu'on offre cette assurance. Donc en gros toute voiture louée sur le site, dès que les clés changent de main, dès que le contrat est signé, elle est sous notre responsabilité, donc c'est notre assurance. Et du coup, tout le pari de Drivey, c'est de dire qu'il ne va pas y avoir un taux de sinistre plus élevé que dans la location de voiture, et même moins élevé. Moi, mon pari, c'est de dire, puisque c'est social, puisque les gens se regardent dans les yeux, ils ne prennent pas une voiture lambda sur un parc où il y en a 100 pareils, il va y avoir un respect, puisqu'il y a des évaluations, il va y avoir un track record, et donc il y a vraiment une gestion, la gestion du risque est au cœur du business. Et ça, c'est plus du tout du web, des applis sexy, du design et tout. En charge c'est la communauté, enfin on se sert de la communauté, mais nous la gestion du risque, la question de comment avoir peu de sinistres, comment bien les gérer, comment quand il y a une merde on s'en occupe bien, et c'est absolument central. Donc on a la boîte en termes d'équipe, on a une culture très orientée appli. Moi je suis un peu un ingénieur raté, on va dire. C'est pas ma formation, mais je suis passionné par ça. Donc on a une culture très app de qualité, simplicité et tout. Donc on a une grosse équipe de dev, on a 6 développeurs et un designer en interne. Donc maintenant on a tout réinternalisé en gros. Et à côté de ça, le deuxième gros pôle, c'est les opérations. Il y a 5 personnes, dont certains font un peu la partie call center, on répond et tout, mais il y a un directeur des opérations qui est quelqu'un de vraiment calé et qui gère la sinistralité, la fraude, la relation à l'assurance, enfin voilà, toutes ces questions-là. Et ensuite, il y a assez classiquement 3 personnes au market, 1 personne à la com. Donc voilà, ça fait 17. Mais vous avez des grosses frayeurs ou parce que, en fait, c'est quoi votre data? Vous voulez combien de voitures, combien de voitures qui se louent par exemple? Alors, en volume, il y a plusieurs. Ouais, voilà. Donc il y avait une question en off au début. Est-ce que vous avez déjà eu un accident? Ce qui me fait un peu sourire parce qu'on a fait quasiment 100 000 locations. Là sur la route aujourd'hui il y a près de 1000 Drivey qui sont en train de rouler quelque part en France, donc évidemment qu'on a eu pas un accident mais plusieurs accidents. Mais tout l'enjeu, donc là on ne pense pas en termes zut, il ne faut pas qu'on ait d'accident. La question c'est qu'il faut qu'on ait un taux de sinistralité qui soit de telle sorte que notre prime d'assurance ne double pas l'année d'après et du coup que le modèle reste rentable. Parce qu'en fait, même si le modèle est génial, qu'il y a un énorme succès et tout, si on a trop de sinistres, on paye trop d'assurance et en fait ça vaut plus le coup. C'est-à-dire s'il y a un taux de sinistre trop élevé, ça vaut pas le coup. À la fin, ça vaut pas le coup. Toute la valeur est pompée par réparer de la tôle, quoi. Et donc pour l'instant, ça se passe vraiment bien.
mais c'est absolument stratégique. Et notamment en termes de concurrence, celui qui a un taux de sinistre 2 fois plus fort que l'autre parce qu'il dit oh, allez, je m'en fous, je fais un peu moins de contrôle, priorité au volume, 2 ans après, il est mort. Quoi. Et vous avez dealé une assurance tout risque? Oui, c'est tout risque, c'est-à-dire vol, dommage, même quand on est responsable, bien sûr. Et justement, je me posais la question, parce que j'ai utilisé un concurrent, mais ils proposaient l'assurance tout risque également. Comment vous avez dealé avec les assurances pour proposer un modèle qui est quand même relativement nouveau, qui est à risque potentiellement, même si, est-ce que vous l'avez rencontré, est-ce que ça a été rapide, est-ce que ça a été, comment ça s'est passé au niveau des... Ouais, c'est ce que je disais au début, ça a pris 1 an, donc c'était tout sauf rapide. Et puis... Et à quel niveau vous êtes intervenu pour rencontrer les gens des assurances en fait? Est-ce que c'est généralement local ou alors est-ce que c'est vraiment au top En fait, il faut vraiment les convaincre, ça veut dire il faut les pitcher et les convaincre de notre sérieux. Et c'est là où on a vraiment fait beaucoup d'efforts là-dessus. C'est-à-dire que souvent, eux, leurs clients habituels, les loueurs de voitures par exemple, à la limite, ils s'en foutent un peu et tout. Nous, on a montré une approche très très pro sur la gestion du risque. Donc on est arrivé, on leur donnait des stats qu'ils ne s'attendaient pas. Par exemple, eux, leur truc directeur, c'est le rapport sinistre sur prime, donc c'est-à-dire combien ils gagnent, combien ils payent pour réparer les sinistres versus combien ils gagnent. Et nous, on est arrivé, on savait déjà ce que c'était, on leur a dit comment on allait faire baisser, quel était tout. Donc on les a vraiment pitchés, et il faut les convaincre du sérieux. Et par exemple, le fait d'avoir recruté un directeur des opérations vraiment calé, j'ai recruté aussi un gars qui gérait une agence ADA, donc on a montré qu'on n'avait pas rien à faire, on n'était pas juste des hippies qui voulaient changer le monde, mais vraiment qu'on prenait ça très au sérieux. Donc, et petit à petit, il faut construire cette relation. Et là, l'aboutissement de ça, c'est qu'on a changé de... Donc on avait un contrat d'assurance avec la MMA, on s'est fait copier par tous les autres, on n'avait pas d'exclusivité malheureusement, donc tous les autres sont allés contacter la même personne, ils ont regardé notre contrat, ils sont allés contacter la même personne. Et là, on a changé cette année, on est passé de MMA à Alliance avec un partenariat très fort, des conditions meilleures, on a amélioré la couverture, il y a un vrai intérêt corporate. Donc je pense que c'est très très important d'être bien entouré. Et que s'il y a des cadors de votre secteur qui vous proposent de mettre, même si ça dilue, il vaut mieux les prendre. Après, il y a toujours un curseur, quoi. On donne pas, enfin voilà, il faut pas non plus trop se diluer, donc il y a un bon curseur à mettre. Mais disons que quelqu'un qui typiquement a monté une boîte dans le même, qui est hyper successful avec un énorme réseau et qui sait, enfin à la limite le réseau, c'est moins important, mais il sait comment faire, ça apporte beaucoup. Après, c'est un arbitrage, enfin, je veux dire, il ne peut pas y avoir de règles dans un arbitrage comme ça. Mais par exemple, j'ai refusé au début dans les premiers tours à 50 000, du coup, qui était assez dilutif, puisque la boîte était j'étais tout seul. J'ai refusé des gens, par exemple, qui m'ont proposé juste du cash, je voyais juste pour 10 000 €, j'avais pas envie de donner 1% de la boîte, quoi. Donc, il faut bien y réfléchir. Et... Le Blacard, ça faisait bien sens quand même. Oui, voilà, dans le cas de Fred et Francis de Blablacar, ouais, il n'y avait pas photo, quoi. Il fallait les faire monter avant. Le service utilisateur, qu'est-ce que vous pourriez faire de plus? C'est-à-dire améliorer le service aux utilisateurs. On a une liste ouverte de 500 trucs à faire qu'on priorise. Non, mais est-ce qu'il y a des gros sujets il y a un gros sujet, par exemple, c'est le mobile, où on a déjà une appli iPhone, une appli Android. On a embauché donc un dev iPhone Android à plein temps. Donc c'est pas des, encore une fois, on investit vraiment. C'est pas des trucs sous-traités à la va-vite et tout. On investit beaucoup dedans. Mais sur le mobile, il y a énormément de choses à faire. Il y a énormément de choses à faire au niveau du booking, mais aussi pour accompagner la location, pour le check-in, check-out, etc. Donc ça c'est un gros chantier. Après je peux détailler sur mobile sans feature qu'on a envie de lancer. Après je ne vais pas poser toutes les questions, mais j'ai une autre question, c'est de savoir si vous estimez que votre offre elle est assez large, ou bien sûr on imagine que c'est jamais assez suffisant. Est-ce que vous imaginez en manque de voitures et en offre diversifiée? Est-ce que vous pensez que vous êtes... Non mais en voiture, est-ce que... En gros les chiffres aujourd'hui... Il y en a partout, est-ce que vous avez tous les niveaux de gamme ou est-ce que là-dessus justement vous cherchez à recruter davantage de... Aujourd'hui les chiffres, on a 13 000 voitures un peu partout en France, assez bien réparties sur le territoire naturellement, puisqu'on s'est fait connaître par de la presse grand public, donc c'est pas que Paris, c'est vraiment partout. Et on approche les 200 000 membres. Donc après, est-ce qu'on en a partout? Oui, on peut vraiment dire qu'on est à la masse critique, quoi. Clairement, par exemple à Paris, il y a un peu plus de 2000 voitures, ce qui veut dire qu'on a plus de voitures que Autolib, par exemple, dans Paris, donc on ne les voit pas, ce qui est un problème, mais elles sont là, il y a une vraie densité. Donc dans Paris,
Vous êtes dans toutes les grandes villes, en gros, vous êtes à distance de marche d'une voiture Drive-V à louer. Après, dans notre proposition de valeur, il y a les prix. C'est qu'en général, on est en gros 30% moins cher que les loueurs. Il y a aussi la proximité, c'est-à-dire que plus on est proche et plus on a envie de louer régulièrement et plus on a un avantage compétitif parce que aller prendre le métro pour aller dans une agence de location, pour trouver une voiture, c'est une galère. Alors que nous, si c'est au coin de la rue, donc en gros, je pense on peut dire qu'on a la masse critique. C'est difficile de dire qu'est-ce que c'est que la masse critique, mais clairement, plus on augmente notre offre, plus notre taux de conversion sera élevé parce qu'on dit une voiture, elle est en bas de chez vous, c'est votre voisin de palier qui la loue et donc c'est sans fin, quoi. Est-ce que vous avez une démarche proactive pour aller chercher de plus en plus pour augmenter le nombre de véhicules dans la flotte en fait, ou est-ce que vous vous contentez du fait que finalement les gens vous connaissent, ils sont intéressés, machin, ou est-ce que vous avez une campagne online ou alors oui, non, mais bien sûr, on est très actif pour essayer de recruter des propriétaires et des locataires des deux côtés. Donc c'est la spécificité de ces marketplaces, c'est qu'il y a deux marketing et deux communications qui n'ont rien à voir. Il faut gérer deux publics, il faut que ce soit donc l'adéquation offre-demande, c'est un vrai casse-tête. Mais oui, évidemment, on est actif sur toutes sortes de moyens de recrutement. Quel support, par exemple, vous utilisez online, par exemple, est-ce qu'il y a des moyens ou alors peut-être tout simplement, je sais pas, parce que quels sont on fait un peu toute la panoplie des trucs qui existent, qui existent non, mais on fait du AdWords, on fait du Facebook. En gros, quand même, le principal un driver jusqu'à maintenant, c'est la presse. C'est ça qui est essentiel, c'est qu'on a un concept qui passe très bien dans la presse parce qu'il coche beaucoup de cases, il coche la tech, il coche le social, il coche le développement durable, il coche l'automobile. Et puis maintenant, juste la sharing economy, ça devient un sujet à part entière extrêmement... Sur les kilométrages, au niveau, je sais pas, l'histogramme de distance, c'est quoi? C'est sur des grosses distances que vous faites beaucoup le principal des... Alors oui, les usages, la moyenne c'est 4 jours et 100 km par jour. Donc en fait, le plus gros usage, c'est partir en week-end. Donc typiquement, si on prend le cas le plus standard, c'est un Parisien qui part en week-end en ce moment au ski, éventuellement en Normandie ou ailleurs. C'est très saisonnier, donc ça double ou triple l'été parce qu'il y a les vacances. Donc là, les durées de location s'allongent. Et après, il y a toutes sortes d'usages. Si on sort des week-ends vacances, il y a le déménagement parce qu'on a des utilitaires, il y a aller chercher mémé à la gare de Lyon quand on habite en banlieue, il y a commencer un boulot sans avoir de voiture et donc pendant un mois... C'est une petite proportion de la grosse... Voilà, l'usage de base, l'usage cœur, c'est du loisir pour plusieurs jours. Donc on fait pas... Et justement en termes d'usage, l'idée de beaucoup de boîtes, et la nôtre aussi, c'était de faire aussi de la location à l'heure, donc de faire un peu comme Autolib ou comme Zipcar ou comme Mobizen à Paris, des locations pour quelques heures, etc. Et il y a pas mal de startups au début qui sont partis sur ce mode-là en mettant carrément des boîtiers dans les voitures des propriétaires pour pouvoir les ouvrir sans que le propriétaire soit là et du coup pour rendre possible une location de 2 ou 3 heures. Là où nous, 3 heures, ça fait 2 rendez-vous, il y a quand même un contrat à signer, donc ça marche pas très bien. Il y a des boîtes qui sont parties sur ce segment et qui ont fait demi-tour en revenant vers notre modèle, en voyant son succès, quoi. En termes d'usage, dans l'autre sens, c'est-à-dire côté loueur, par exemple, Airbnb, il y a eu une évolution de l'usage d'Airbnb. C'était Airbnb, au début, c'était vraiment je vais dans un lieu, je loue un appart. Moi, on a tous autour de nous de plus en plus de gens qui louent leur appart pour un revenu d'appoint, pour baisser le loyer, par exemple. Enfin, c'est un truc qu'on voit de plus en plus typiquement comme usage. C'est-à-dire, je vais louer mon appart 2 jours dans le mois, ça va me permettre de baisser un peu le loyer. Enfin, c'est des usages qui n'existaient clairement pas il y a pas longtemps, quoi. Est-ce que c'était la même chose du côté de Drive-V, c'est-à-dire est-ce que tu as des gens par exemple qui disent tiens, je vais m'acheter une voiture un peu plus chère, un peu plus jolie, un peu plus machin, et de toute façon comme moi je suis parisien, j'utilise très peu, je vais la louer, je vais amortir. C'est-à-dire le côté genre j'utilise Drive-V pour amortir le prix de ma voiture, comme aujourd'hui tu as des gens qui utilisent Airbnb pour amortir le prix de leur loyer. Effectivement, sur toutes ces marketplaces, il y a des évolutions du côté de l'offre, c'est-à-dire que le pitch de base, c'est le pitch d'Airbnb de base, c'est je vous mets un matelas gonflable dans ma chambre, et puis effectivement ça se professionnalise. Donc on a effectivement nous aussi tout un éventail de gens, une grosse majorité quand même qui est encore dans l'usage de base, c'est-à-dire j'ai une voiture, je m'en sers et si je pars en vacances, je la loue.
mais il y a aussi des gens qui surfent un peu là-dessus et qui s'achètent une deuxième voiture, rien que pour ça par exemple. Et il y a aussi des garages, par exemple, des garagistes qui ont des voitures de courtoisie et qui du coup mettent leur voiture de courtoisie le week-end pendant qu'elles ne servent pas, des concessionnaires, etc. Donc il y a toute la gamme. C'est assez nouveau, enfin, ce côté un peu j'utilise mon bien pour gagner un peu d'argent ou amortir tel ou tel coup. J'ai l'impression que c'est assez récent. Je sais pas si vous l'avez senti comme ça ou pas. Nous, dès le début, dès le début, c'était. Non, bah ouais, c'est d'accord. Acheter exclusivement. Non, mais voilà, c'est ça. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que là, je parle de gens qui achètent. Mais c'est pareil sur eBay, quoi. À la base, eBay, c'est je revends les trucs dans mon grenier qui me servent plus. Moi, je parle aujourd'hui, il y a des dizaines de vendeurs. Mais maintenant, ça peut devenir une source de revenus à quelqu'un qui mise sur le projet en disant voilà, j'essaie un véhicule B. Je loue parfait état, etc. Je vais l'utiliser voilà, et puis voilà. Je sais pas quelle est la proportion par rapport à d'autres marketplaces. Nous, c'est pas l'usage principal. Clairement, ça reste très majoritairement des gens qui ont une voiture parce qu'ils en ont une pour eux et qui la louent pour. En gros, une voiture, ça coûte 6 000 € par an. Et l'idée, c'est de récupérer 1 000 en la louant de temps en temps pour payer en gros l'assurance et l'entretien, quoi. Et c'est ça, c'est le plus de base et c'est encore là. Voilà, en gros c'est juste que ça c'était l'usage de départ, c'est-à-dire j'ai une bagnole, c'est con, elle est au garage, faut que je la loue, ça me permettra de faire un peu de sous. Voilà, ma question c'était vraiment sur ça, sur est-ce qu'il y a des gens qui disent tiens bah le jour où ils vont s'acheter une bagnole, ils vont chez Renault, ils rentrent chez Renault, ils disent ah non en fait non je vais acheter une BM plus cher parce que je pourrais louer sur Drive. C'est à ce qu'ils investissent, tu vois, sur. On sait qu'on déclenche on influence l'achat de voitures dans certains cas. Voilà, d'accord, ok. Et est-ce que vous allez vers d'autres marchés, comme par exemple le camping-car? Il y a un très bon site de camping-car d'ailleurs. Désolé, ceux qui sont au fond sont un peu desservis en termes de questions. Il faut savoir le panier moyen. Le panier moyen, c'est environ 100 €. J'ai dit 4 jours et c'est 25 € par jour et ça fait 100 €. Est-ce que vous pourriez exporter Juste désolé. Oui, les tarifs, en fait, vous les imposez ou c'est les... Non, les tarifs, c'est les loueurs, donc les propriétaires qui les fixent. Parce que justement, je regardais là, c'est-à-dire il y a des Renault 106 à 40 € et des A3 à 25 €. Enfin, c'est ça, c'est les loueurs qui. Voilà. C'est les loueurs qui ne disent pas, vous ne conseillez pas. Enfin, si, on conseille, bien sûr. On conseille, et puis ensuite, c'est vrai que sur toutes ces places de marché, il y a la question de comment est-ce qu'on modère, est-ce qu'on est peu interventionniste ou très interventionniste. À la limite, sur le bon coin, vous mettez votre poubelle à vendre à 30 000 €, personne ne vous emmerde, simplement, il n'y a personne qui contacte. Nous, clairement, on a vocation à être quand même plus interventionniste que pas du tout. Mais on ne peut pas non plus dire à quelqu'un, non, ça ne sera pas 25, ça sera 30, parce que... Pardon, juste la commission que vous touchez, donc on prend 30% sur le montant des locations, mais sachant que ça inclut l'assurance qui représente elle-même une grosse moitié de ça. Donc en fait, on se retrouve à la fin avec une com d'intermédiation assez classique d'un peu plus de 10%. Et en termes d'avantages concurrentiels, comment on fait pour conserver aujourd'hui vis-à-vis d'autres entrants qui arrivent? Donc c'est principalement, l'ADN de la boîte, c'est quand même le produit. Donc par exemple le numéro 2, ils ont vraiment, ils sont en mode assez copycat, quoi. En gros, ils ont repris toutes les fonctionnalités. Et c'est pas évident parce que finalement, nous, comme on est en mode innovation, dans l'innovation, il y a toujours des zigzags. Et donc si vous courez en zigzag, celui qui vous suit derrière, il fait pas les mêmes zigzags, il va tout droit. Donc le but, c'est de faire quelque chose d'aller suffisamment, de taper tellement vite et fort que les autres n'arriveront pas à suivre. Et c'est franchement pas évident. Et c'est là que justement on a une culture, quand on développe, on fait pas du vite fait et tout, on essaye de poser les bases pour pouvoir. Il y a un vrai challenge, c'est quand ça grossit, d'arriver à garder de l'agilité au niveau du produit. Et ça, moi qui suis pas ingénieur, j'ai vraiment essayé de donner à Drivey un côté très sexy techniquement pour arriver. Il y a vraiment un souci des ressources humaines, c'est-à-dire qu'on essaye d'être sur les meilleurs technos, d'offrir un super cadre de travail pour attirer les meilleurs et garder une longueur d'avance. Et l'agilité au début, en fait, c'est quand on était 4 avec un produit, avec un site web, c'est hyper facile. Toutes les semaines, on peut sortir un nouveau truc. Quand on commence à avoir le site, l'appli iPhone, l'appli Android, le site mobile, on dit ah on va changer ça et puis en fait ça fait tout péter et tout. Ceux qui sont développeurs connaissent. Donc
il faut avoir un code absolument béton pour arriver à garder cette agilité. Et là, je pense qu'on a posé des bases qui sont plus saines que les autres. Après, je peux... Parce que le modèle est copiable, donc c'est dans l'application et dans le développement que vous gardez un avantage. Exactement. Et est-ce que tu as eu des moments de découragement pendant la période où tu étais tout seul dans ton salon, dans ton ordi Dit comme ça, ça sent déjà le découragement. Comment tu as géré un peu le passage Il y a toujours des hauts et des bas. Faire un truc tout seul, c'est très dur, donc ça génère pas mal de... Ouais, c'est très dur. Le fait de justement de pas arriver à recruter au début, ça c'est vraiment difficile. Et puis en plus surtout le recrutement, tant qu'on n'a pas la personne, il n'y a pas de progression, on ne pose pas de briques, c'est-à-dire on est toujours au point zéro dès le début, donc ça c'était dur. Après ce qui était sympa dans l'expérience, c'est que la courbe, les chiffres, depuis le début, ça a toujours monté, donc j'ai été toujours tenu en haleine vers la prochaine étape. Il n'y a pas eu des moments de bon bah zut, qu'est-ce que je fais, parce que ça a marché dès le début et de façon continue, quoi. Il n'y a pas eu de gros down. Et on remercie beaucoup Paulin. Et maintenant, pour ceux qui veulent, il y a de quoi boire juste ici. Voilà. Merci mec. Bravo. Merci.